Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo davantage orientée sur la gestion du portefeuille, quels sont les mouvements que personnellement j'ai réalisés sur ces derniers mois et quel en a été le bilan. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va même regarder ligne par ligne la composition de mon portefeuille à l'intérieur de l'application Swissborg, mais également quelle est la part crypto dans mon patrimoine global et comment j'oriente un petit peu les différentes poches. C'est ainsi que je fonctionne et on va regarder ça dans un instant. Tout d'abord, le mois dernier, il n'y avait pas eu d'émission sur le bag, j'ai pas eu le temps. Du coup, ça sera une émission un peu plus longue, un peu plus focus sur ces évolutions que l'on a eues et je vous partagerai également la stratégie pour les mois qui viennent. Ici, notez qu'on s'était quitté avec un portefeuille à fin mars qui avait baissé de 2,63% par rapport à la période précédente et j'avais entamé un grand mouvement de diversification vers les alphas. Et vous allez voir que les alphas progressent petit à petit dans l'allocation au sein de la poche que je laisse sur l'application Swissborg. Le mois d'avril a été particulièrement mouvementé. On a eu une forte baisse du marché, notamment drivé par Bitcoin. Après la hausse liée aux ETF sur Bitcoin, eh bien, on a eu une baisse. Et donc là, il a fallu savoir rester zen et accepter ce mouvement-là. Je n'ai pas fait de grands mouvements sur le back. Je ne suis pas un grand swinger qui change tous les 4 matins. Donc ma poche Bitcoin, elle est restée la même. Ma poche Ethereum, elle est restée la même. Et j'ai fait des petits ajustements ici, de là. Vous allez voir comment est constitué le portefeuille dans un instant. Du coup, cette baisse-là, eh bien, généralement, quand Bitcoin baisse, eh bien, l'ensemble du marché baisse et les altcoins baissent encore plus. Et on va voir qu'effectivement, ma poche de Borg, elle a davantage baissé. Et ce qui fait que globalement, eh bien, elle est passée de 44,8% à 42,3% avec un back global qui a perdu 14,7%. Au mois de mai, par contre, là, ça a davantage poussé. On est reparti à la hausse avec un Bitcoin qui a dépassé pendant un temps les 70 000 $. Mais pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, ben, on est à peu près à 67 800 $. Et donc, c'est reparti à la hausse, entraînant avec lui d'autres jetons qui ont très fortement monté. Il y a eu notamment aussi sur cette fin de mois de mai, eh bien, une poussée sur les mêmes coins, mais moi, je suis resté à l'écart, je ne suis pas rentré sur les mêmes coins, tout simplement parce que j'essaye de rentrer dans des jetons dans lesquels je vais rester sur le long terme. C'est ma stratégie. Il y en a d'autres qui aiment bien bouger régulièrement et donc sont rentrés dans cette hype-là, ce qui n'a pas été du tout mon cas. Moi, je suis resté sur les majors et sur des petites stratégies qui me plaisent et dont je vais évidemment vous dévoiler un petit peu ce que j'ai fait. Donc, voilà un petit peu la tête du portefeuille. Fin mars, fin avril, fin mai. On voit qu'on a eu une forte baisse entre mars et avril, puis après une remontée sur le mois de mai, avec là aussi, vous allez le voir, une baisse du Borg token malgré la remontée, tout simplement parce que j'ai pu diversifier un peu plus dans les alphas et aussi que j'ai mis dans une nouvelle thématique, la thématique RWA, qui est la thématique des actifs du monde réel qu'on commence à tokeniser. Donc ça, c'est aussi une thématique qui me plaît. Globalement, sur ces 2 mois-là, mon portefeuille a plutôt baissé de 6%. Donc, ce n'est pas encore génial dans un marché qui, lui, a plutôt été à peu près flat, puisque Bitcoin a perdu 13% et a repris 13%. Donc voilà un petit peu, on va dire que le portefeuille est légèrement sous-performé. On va voir aussi les petits choix stratégiques que j'ai faits qui n'ont pas bien marché. Avant de rentrer dans le détail de mes stratégies, on m'a fait la petite remarque, et ils ont raison, que je ferais bien de détailler les différents termes que vous avez ici. Donc, Alpha et Launchpad, les NFT, les airdrops, le farming. Donc, on va juste prendre un petit peu de temps pour détailler quels sont ces termes et ce que l'on entend par là. On va parler tout de suite des alphas et ce qu'on pourrait aussi appeler Launchpad. Donc, comment ça fonctionne ici? L'idée, c'est que parce que vous êtes impliqué dans un écosystème, que ce soit Swissborg ou autre chose, ça peut être par exemple Xborg, je le fais également sur Xborg, mais vous avez par exemple DAO Maker qui fait ça sur Ethereum, et vous avez Colony Labs qui le fait sur Avalanche. Donc vous avez plusieurs écosystèmes comme ça où on vous dit, si tu es actif, si tu détiens des jetons, ou si tu fais des campagnes, ou si tu fais X ou Y chose, tu vas obtenir le droit d'investir dans un jeton, soit avant que le jeton existe, et ça, ce sont des early deals, soit quand le jeton existe déjà, mais à un tarif avantageux. Par exemple, avec un discount de 15, 20%, parfois plus, par rapport au prix du marché.
Cependant, dans les 2 cas, il y aura une contrainte et la contrainte, c'est la disponibilité, l'accession à ces jetons. Ces jetons-là seront soit bloqués jusqu'à l'émission du token, hein, parce que notamment quand on est sur une phase early, le token il n'existe pas encore, donc on ne peut pas vous les donner tout de suite, il va falloir attendre un certain temps. Et généralement, passé ce moment de la création du jeton, il y a aussi des blocages, donc on appelle ça du lock. Et le lock, ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça va dépendre du deal dans lequel vous êtes. Et pendant ce délai de lock, vous ne recevez rien. Et après, on a le vesting. Et donc, le vesting, c'est une distribution progressive des jetons que vous avez achetés en amont de phase. Donc, par exemple, sur des deals comme Galactica, bah, vous avez 3 mois de lock et puis après, vous avez 21 mois de vesting, ce qui fait qu'en fait, vous recevrez tous vos jetons, par exemple, au bout de 24 mois, ce qui fait 2 ans. Donc, on est sur des projets avec un délai et un bon deal. Par contre, vous vous engagez dans le temps. Et donc, ça c'est pour dans l'objectif de vous conserver dans l'écosystème de ce nouveau projet. Ainsi, vous allez profiter si ça marche bien. Quand on est sur, par contre, un deal qui a un discount, et bien là, c'est pareil, on va vous distribuer les jetons un peu plus tard. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout de suite, je le fais, et puis dans la foulée, revendre vos jetons. Vous allez devoir les conserver. Et là, c'est généralement des délais de 6 mois, 1 an et demi. Et là, vous allez recevoir, pareil, en vesting, progressivement, vos jetons. Donc voilà pour les alphas. Retenez qu'il faut toujours dépenser de l'argent pour pouvoir participer à ça. Et il y a cette période de lock et de vesting qui va s'en suivre avec un avantage a priori qui est assez fort et aussi qui est limité. Tout le monde n'a pas accès à ces opportunités-là. Et on va parler des NFT pour tokens non fongibles. Il faut revenir sur le concept de fongibilité. Qu'est-ce que c'est? La fongibilité, c'est la possibilité d'intervertir un jeton avec un autre. Ils ont les mêmes caractéristiques quand ils sont fongibles. Donc, c'est le cas, on va dire, de Bitcoin, du SDC, du Borg. Un jeton ici est le même que celui-là. Alors, aujourd'hui, dans la crypto, comme tout se suit, on pourrait réussir à dire, mais celui-ci n'est pas tout à fait le même que celui-là. Mais à terme, on arrivera à avoir une totale fongibilité des tokens quand ce sont des tokens classiques. Arrive du coup le concept des tokens non fongibles. Et bien là, vous avez compris, par opposition, qu'un token versus un autre, contre un autre, ne sont pas le même. Ils ont leurs propres caractéristiques et on va le détailler un petit peu comme avec une image. Et cette image, elle peut être légèrement différente d'une autre. Ils font partie de la même collection, mais il y en a un, il a une casquette, alors que l'autre, il a un chapeau haute forme. C'est ce concept de NFT. Ils font partie de la même collection, ils naissent du même contrat. Par contre, ils ont un élément qui les distingue. Voilà. Alors après, il peut y avoir plein de critères et c'est là qu'on rentre dans le détail des traits. Des traits, donc la casquette, les lunettes, la bouche, etc., etc. Donc là, je dirais qu'il y a 2 grandes catégories de NFT. Il y a les NFT qui servent à rejoindre une communauté, hein. Donc, on en verra quelques-uns tout à l'heure qui rentrent dans cette définition. Donc, vous l'achetez et vous le mettez en photo de profil sur votre compte Twitter et boum, vous faites partie de la communauté. Alors, vous pourriez vous amuser à dire, ouais, non, mais moi, je n'achète pas le vrai, je mets juste une photo JPEG et puis je dis que j'en fais partie. Oui, c'est vrai, vous pouvez faire ça. Le truc, c'est que le concept, c'est que comme vous détenez réellement en achetant le NFT la photo, hein, l'image, eh bien, en mettant cette photo de profil en avant, eh bien, vous pouvez faire monter la valeur du cours de cette collection et donc un jour le revendre et le vendre avec profit. Alors que si vous avez mis juste la photo, entre guillemets, copier-coller et que vous n'avez pas le vrai NFT, le fait d'avoir fait de la publicité d'une certaine façon pour cette collection-là ne vous apporte rien. Vous faites comme si vous en appartenez, mais vous ne retirerez rarement le profit. Donc, c'est pour ça que les gens achètent quand même ces collections-là. Et il y a un vrai sentiment d'appartenance quand les gens commencent à mettre en avant une photo de profil avec un NFT. Le deuxième élément aussi qui est à noter, c'est le fait que vous allez avoir parfois des utilités qui sont attachées à ces tokens. Donc, ça peut être des levels dans des écosystèmes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un niveau basique et puis après monter en grade. Et parfois, pour avoir le grade ultime, il faut avoir le NFT de la collection. Et ainsi, vous débloquez et vous avez les avantages qui vont avec. Donc, ça permet, par exemple, si on avait ça sur le Genesis à l'intérieur de l'application Swissborg, et je pense qu'à terme, c'est la direction qui sera prise, on aura un NFT qui correspond au Genesis, eh bien, on pourra transférer ce privilège ultime à quelqu'un d'autre et il aura du coup les avantages qui vont aller. Et vous, si vous l'avez lâché, ce NFT, vous ne l'aurez plus. Voilà.
Donc, on peut imaginer tout ça. Alors certains NFT, du coup, donnent droit, à aussi des airdrops, donc à la distribution de tokens, soit de tokens du projet, soit d'autres projets. Ça peut être une raison aussi d'accumuler des NFT. J'ai parlé rapidement de airdrop, on va voir maintenant ce que c'est. Le airdrop, c'est le fait de pouvoir recevoir gratuitement des jetons, des NFT d'un projet parce que l'on a rempli certaines conditions. Ça peut être présent dans l'écosystème et avoir voté. On a ça avec l'application Swissborg où on vote en tant que gardien. Dès lors que l'on a 500 points ou 2000 points, on reçoit des jetons gratuitement si on vote. On peut avoir ça aussi en accumulant des NFT qui donnent droit à des airdrops. Il y a des snapshots. Donc, snapshot, ça veut dire qu'on fait une capture à un instant T de l'état de la blockchain. Et si vous avez le NFT qui va bien, bah, on vous donne un airdrop, etc., etc. Notez un élément important, pour certains airdrops, il est nécessaire d'aller les claimer. Donc, claimer, ça veut dire se rendre sur la page du site internet, montrer que l'on a bien ce qu'il faut, et ensuite cliquer sur un bouton de dire je réclame. Un peu comme avec Swissborg, la contrainte de dire je vote. Voilà. Et ben, eux, il faut claimer, cliquer sur le bouton je réclame. Alors, c'est pas mal. Il faut quand même faire très attention quand on interagit avec la blockchain, parce que quand on claim quelque chose, on va valider une transaction généralement sur son téléphone, sur son ledger ou via son MetaMask ou son Rabi. Donc, ils sont des moyens d'interagir avec la blockchain. Et donc, quand on rentre dans cette mécanique-là de validation, il y a un risque d'interagir avec un contrat qui est malveillant et qui pourrait siphonner vos comptes. Donc, il faut bien faire attention à ce que l'on fait à ce moment-là. C'est un des cas où on peut, alors qu'on pense recevoir quelque chose, eh ben, réclamer quelque chose de mauvais. Et perdre finalement tout ce qu'on en a. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de cloisonner un petit peu les actifs et ne pas tout mettre au même endroit. Et vous avez enfin le farming qui consiste dans la vue parfois d'un airdrop de réaliser un certain nombre d'actions. Ces actions, elles peuvent être totalement précises, c'est-à-dire on va vous dire il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis tu obtiendras tant. Alors généralement, c'est un gâteau commun de récompense, et on va te dire, bah, toi, tu représentes 10% des points, donc tu vas toucher 10% de la récompense. Et puis dans d'autres cas, les choses ne sont pas du tout claires, elles sont volontairement floues, et donc, en fait, ils vont faire plein de petites actions en espérant que ça débloquera l'accès à un airdrop. Et donc, c'est le travail de farming. Alors, certains font un farming avec beaucoup sur la finance décentralisée. Ils contribuent avec des capitaux et ils font tourner un peu la mécanique, ce qui génère des points. On peut voir les points, mais après, on ne sait pas combien de points vont donner droit à tant de rewards, etc., etc. Donc, c'est un gros travail. Beaucoup de gens le font. Moi, personnellement, je le fais vraiment à la marge et je fais plutôt ce qu'on appelle du farming social en mettant en avant des projets dans lesquels je crois et qui, bah, du coup, récompenseront les participants à la fin en fonction bah, de ce qu'ils ont pu contribuer à l'écosystème. Donc voilà un petit peu, je pense que c'était important de revenir un peu sur la base de ces termes, parce qu'on me l'a demandé et je pense que pour la suite, ça sera un peu plus clair pour vous. Donc du coup, sur, le mois du coup d'avril, eh ben, je me suis concentré sur, ces 3 grands sujets que sont les alphas de chez Swissborg. J'ai notamment participé à plein de petites opérations et comme j'avais un bag assez faible en alpha, la poche alpha, elle, a augmenté de 30 sur Swissborg. Ça veut dire qu'on a quasiment des alphas toutes les semaines. Et comme je fais partie du club Pegasus, j'ai un 2e alpha par semaine. Donc, forcément, ça implique quelques capitaux à déplacer à l'intérieur de ça. Sur les NFT, je me suis orienté sur les NFT qui distribuent des airdrops, qui ont une utilité et aussi dans un aspect spéculatif. Donc, ce sont les 3 raisons principales qui m'incitent à acquérir un NFT. Globalement, sur cette période du mois d'avril, eh bien, ça a été un mauvais mouvement. J'ai perdu 31% de la valeur de la poche NFT. Et puis, je me suis orienté sur du farming et notamment pour Galactica, avec l'espoir d'obtenir des récompenses par ce biais-là. Et voilà. Et donc d'ailleurs, au travers de Agora, j'ai gagné un NFT, et ce qui explique un petit peu la hausse ici. Au niveau airdrop, bah, vous voyez, j'ai eu les airdrops de W et de Tensor, et ensuite, j'ai pas eu d'autres réellement airdrops que ça. Donc, sur le mois d'avril, voici un petit peu ce qui s'est passé. Vous voyez que la baisse de la poche NFT bah, est assez visible. On passe de 10,6% à 8,7%.
On va dire que pour moi, la poche cash et la poche action, en valeur, elle est restée la même. Simplement, comme la crypto a baissé, eh bien, leur poche a légèrement augmenté. Idem pour l'immobilier. L'immobilier net, lui, ne bouge pas. Je ferai une réévaluation, je ne vais pas faire des réévaluations tous les mois sur combien vaut l'immobilier, parce que de toute façon, c'est vraiment l'épaisseur du trait. Donc, vous voyez, ça ne bouge pas trop. Après, par contre, là où ça a pas mal bougé, eh ben, c'est les actifs que je détiens en propre et la poche Swissborg qui, là, bah, vous voyez, a un petit peu réduit à cause de la baisse du marché. Alors, à fin avril, voilà un petit peu le bag. Vous notez qu'il y a une grosse diversification quand même, parce que vous avez Borg dans un premier temps, 42,3%. Je vous rappelle que c'est 42,3% de 37, c'est 37,6, hein, pardon. C'est pas 41,1, c'est 37,6. Donc, vous voyez, c'est 42% de 37%. Donc, c'est à peu près 18-19% du bac total qui est en Borg aujourd'hui. Sachant que j'inclus là-dedans l'immobilier, le cash, etc. Donc, c'est pour rappeler aussi, bon, évidemment, ça représente une grosse somme pour moi, les tokens Borg dans la location, mais ça reste un petit pourcentage d'un tout. Et c'est ça qui est important dans la gestion de ces actifs, c'est que même si on peut être extrêmement bullish, il ne s'agit pas de se mettre en péril et de faire all-in. En tout cas, ce n'est pas ma conception des choses. Après, évidemment, ce n'est peut-être pas la façon la plus rapide de devenir millionnaire, mais moi, j'ai choisi d'être un petit peu plus diversifié. Ensuite, vous avez la poche Bitcoin, Ethereum, qui pèse toujours un beau petit 10%, je pense. Et puis, vous avez les alphas qui montent un petit peu en grade, comme je vous le disais, Solana qui fait un petit peu son épingle du jeu. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a une diversification dans les autres tokens. Alors, tout ça, hein, évidemment, se fait principalement dans l'application Swissborg, que je recommande. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à venir la tester. Vous aurez d'ailleurs un petit cadeau de bienvenue si vous passez par le lien que vous avez avec le flash code ou dans la description, tout simplement. Ça marche très bien. Il faut déposer 50 dollars ou 50 euros et vous recevrez ainsi vos premières cryptos. On continue avec, du coup, ça c'était ce qu'on avait fin avril, et la stratégie sur le mois de mai. Donc, sur le mois de mai, je me suis vraiment focus sur les alphas, et il y avait notamment l'alpha de Galactica et de Ethir. Et là, j'ai décidé d'en mettre pas mal sur ces deux alphas-là, ce qui explique que la poche alpha, qui était déjà importante, ben là, elle a augmenté de 43%, parce que là, j'ai vraiment mis beaucoup plus que ce que je mettais d'habitude. Ensuite, sur les NFT, j'ai acheté deux nouveaux NFT, et donc, du coup, ça augmente la poche globale des NFT de 13% en valeur. Par contre, ici, clairement, le prix global des NFT a un petit peu baissé. Du coup, pour l'instant, si on regardait la plus ou moins value sur ces deals-là, c'est perdant, hein, voilà. Mais par contre, comme j'ai racheté des NFT, la proportion du bag, elle a augmenté. Et puis, jusqu'à présent, je n'avais pas d'argent vraiment sur les SEX, les exchanges centralisés. Et donc là, pour acquérir des jetons AVA du projet Travala et des jetons CTA de Cross the Edges, je suis passé par des plateformes externes et je les ai mis sur les plateformes correspondantes. D'accord, donc du coup, ils ne sont pas sur un ledger, ils ne sont pas sur un échange centralisé maintenant, ils sont sur une plateforme, la plateforme du projet, et donc du coup, ils sont ce que je considère centralisés, même si c'est peut-être abusif d'appeler Centralized Exchange. Donc voici un petit peu la nouvelle composition, donc avec un portefeuille qui a pris globalement 10,5%. Donc là, c'est vraiment tout compris, hein, immobilier, etc. On a pris 10%. Sur les 2 mois, comment ça s'est comporté. Et donc, vous voyez que la poche Swissborg a légèrement diminué au profit, finalement, de la poche Centralized Exchange, donc ces fameux plateformes que j'utilise, qui sont principalement Travala et Cross the Edges, où là, il y a des capitaux qui sont maintenant dessus. Voilà, l'immobilier a légèrement monté du fait voilà, de cette baisse légère de la crypto. On va la regarder maintenant dans l'app Swissborg, quelle est la composition de mon bag. Donc, je vous ai dit, hein, ça représente 38,4%. Et on va regarder. Donc là, on a les chiffres en live, hein, les amis. Là, au moment où je tourne, et nous sommes le 2 juin. Et voilà, donc nous avons à peu près 41% sur le jeton Borg, qui est le jeton quand même clé de l'écosystème. J'y crois beaucoup, ça fait partie, c'est ma plus grosse ligne, toute crypto confondue. Ensuite, on a le Bitcoin à 13%.
qui est ici. Vous avez ensuite Ethereum qui représente 10%. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu ça la stratégie. Et j'ai Solana qui monte un petit peu avec 4,6%, sachant que du Solana, j'en ai également à l'extérieur de l'application pour faire mes achats justement de NFT, sont surtout sur Solana. Ensuite, vous avez l'USDC qui représente 8,5%, mais rappelez-vous que en fait, Swissborg, pour l'instant, n'affiche pas les alphas, il l'affiche en USDC, et ils sont là, hein, mes alphas, en fait, ce sont ces 8,5%. Donc là, quand vous additionnez, ça fait 78%, quoi, hein. Tout le reste, après, c'est de la diversification sur d'autres petites lignes. Donc, vous avez trois quarts qui sont quasiment sur ces lignes-là. Ensuite, vous voyez, la crypto qui suit, c'est la thématique Best Blockchain, 4%. Et puis après, vous avez du AV, une autre thématique qui est la thématique gaming, le token Illuvion qui est à moins de 1%. Et puis après, vous avez d'autres cryptos que j'ai choisi. Je suis rentré dans la Real World Asset, ici, vous voyez, qui représente moins de 1%. Et puis après, on est sur des petites lignes qui représentent moins de 1%. Donc, une grosse diversification quand même. C'est un ordre quand même qui est décroissant. C'est-à-dire que j'ai quand même plus de Chiliz que de Loopring, que de Basic. Hein, voilà. Vous voyez, la thématique Golden, c'est vraiment des poussières ici, parce que je l'ai vidé pour rentrer plus BTC il y a quelques temps. Donc, vous voyez, elle est redescendue vraiment tout en bas. Là, on peut dire que sur ces tokens-là, il y a zéro, quoi. C'est vraiment l'épaisseur du trait. Ça, c'est un airdrop de API que Swissborg nous a donné. En fait, dans la répartition, il y a un très, très gros focus qui est sur Borg, BTC, Ethereum, Solana. Et puis après, là, vous avez une quinzaine d'alphas différents qui représentent ces 8,5. Et puis après, on a une grosse diversification, donc vraiment beaucoup, beaucoup de lignes. Alors, ma stratégie pour le mois de juin, comment je vois les choses? Eh bien, je vais continuer à faire les alphas sur Swissborg et avec le Launchpad également de Xborg. Donc ça, je le fais aussi alors sur des montants qui sont un petit peu moindres via Xborg, puisque j'ai, on va le voir dans un instant, le NFT Prometheus de Xborg qui me permet aussi d'investir des petites sommes chez eux. Un petit focus sur les NFT, où là, mon objectif, c'est de continuer à tirer profit des NFT que j'ai pu acheter. Et puis enfin, vous avez Swissborg qui a lancé son programme Borger Journée. Donc, l'idée, c'est d'atteindre un certain niveau de Borg à l'intérieur de l'application. Alors, ils sont multipliés par un bonus en fonction de son premium. Donc là, je me suis fixé un certain level et donc je vais essayer de me rapprocher de ce level-là progressivement. Et donc, ça va être une accumulation de Borg dans cet objectif-là. Ensuite, au niveau NFT, là, le gros focus. Hein, donc, vous voyez, donc là, vous avez quelques NFT que je vise ou que je possède. Et donc, l'idée, c'est vraiment de viser les utilités, les airdrops, et de l'autre côté, un petit peu la spéculation avec certains NFT qui, pour l'instant, sont pas très chers. Et j'espère qu'ils sont montés parce que le sujet du moment, c'est que c'est pas du tout la hype des NFT. Donc après, est-ce que ça reviendra un jour? Je le pense, je peux me tromper. Mais l'idée, c'est de se positionner quand c'est bas pour espérer la hausse. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit tour d'horizon du portefeuille. On va essayer de suivre, c'est un peu compliqué quand il y a 2 mois en même temps, donc je vais essayer d'être rigoureux là-dessus et d'en avoir un tous les mois. Je pense que ça sera plus clair. Merci à tous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.